Il pensait que son badge le rendait intouchable, jusqu'à ce qu'il traduise le mauvais homme noir en justice. Lorsque Malcolm Reeves entra dans la salle d'audience, l'atmosphère changea. Ce n'était pas un bruit, ni un mouvement qui le déclencha, juste un poids invisible, comme si quelque chose de non dit était arrivé et pesait désormais sur les épaules de tous les présents. Les têtes se tournèrent, non pas parce qu'il était célèbre ou qu'il portait quelque chose qui attirait l'attention, mais parce qu'il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer, mesurée, indifférente, posée. Il ne marchait pas, ne se pavanait pas. Il ne se rétrécissait pas, ne se donnait pas en spectacle. Il marchait simplement avec l'autorité tranquille d'un homme qui avait vu la mort, traversé le feu et en était ressorti en sachant parfaitement qui il était. C'était ce genre de calme, un calme profond et troublant qui faisait réfléchir les hommes habitués à contrôler les salles. Des hommes comme l'inspecteur Raymond Kessler. Kessler se tenait près de la table de l'accusation avec son expression habituelle, une suffisance calculée. La mâchoire serrée, juste assez pour paraître maître de la situation, les yeux plissés pour feindre la concentration, mais les commissures de sa bouche frémissaient avec l'arrogance d'un homme qui se croyait déjà victorieux. Ses partisans en uniforme étaient assis à l'arrière, certains en costume, d'autres en civil, chacun feignant d'observer objectivement. Mais Kessler n'était pas un simple policier faisant respecter la loi. Il s'était bâti une carrière grâce à une répression brutale, des accords secrets et un silence qu'il pouvait acheter ou intimider. Il n'y avait pas un recoin du système judiciaire de la ville qu'il n'ait touché, juges, procureurs et même des journalistes qui cessaient mystérieusement de publier après certaines affaires. Son badge était plus qu'un symbole d'autorité, c'était une arme. Pourtant, alors que Malcolm prenait place à la table de la défense, quelque chose changea dans la posture de Kessler, quelque chose de subtil. Malcolm ne ressemblait en rien à l'homme que Kessler avait décrit dans ses rapports. Peu coopératif, violent, instable. Au lieu de cela, il était impeccable, posé, vêtu d'un costume gris anthracite discret qui ne criait pas richesse, mais murmurait discipline. Ses mains reposaient calmement sur la table. Pas de menottes, pas de peur visible. Juste des yeux qui scrutaient la salle d'audience comme s'il l'avait déjà parcourue 1000 fois. 6 mois plus tôt, Malcolm était rentré dans sa ville natale, un endroit imprégné à la fois de souvenirs et de regrets. Après des années de service à l'étranger comme stratège militaire, avec des séjours dans des zones de conflit et les sombres couloirs du renseignement, il avait espéré vivre tranquillement. Un simple travail dans un centre communautaire pour former des enfants à l'autodéfense, un peu de conseils indépendants à côté, et de longues promenades seules dans des quartiers qui avaient changé mais qui lui étaient encore familiers. Il ne parlait pas beaucoup de ses allées et venues, ni de ce qu'il avait fait. La plupart des gens ne posaient pas de questions, mais ceux qui l'observaient attentivement, ceux qui le voyaient se déplacer, scruter les sorties, sans tourner la tête, comprenaient que Malcolm n'était pas un homme à prendre à la légère. Ça aurait dû rester simple, discret. Mais 2 semaines plus tôt, Malcolm était tombé sur quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Un magasin d'alcool juste à côté de Brigham Avenue, en milieu d'après-midi. Il était entré pour acheter une bouteille d'eau. Ce qu'il avait trouvé, c'était un jeune adolescent noir, plaqué contre un mur de briques par un homme en civil au visage rouge, qui hurlait des ordres comme s'il était le maître du quartier. Malcolm ne reconnut pas l'homme immédiatement. Il ne vit qu'un enfant, pas plus de 15 ans, terrifié, le nez en sang, son sac à dos ouvert et ses papiers scolaires éparpillés sur le trottoir. L'homme n'avait pas de badge visible, seulement de la rage et de l'arrogance. Il accusa le garçon de vol, prétendit l'avoir vu empocher quelque chose dans le magasin, bien que le vendeur ait affirmé le contraire. Malcolm intervint, calmement, au début. Il posa des questions, tenta de calmer la situation. Mais lorsque l'homme refusa de s'identifier et frappa le garçon au flanc avec son coude, quelque chose en Malcolm s'enflamma. Ce fut rapide, maîtrisé. Un geste pour retenir le bras de l'homme, un autre pour le plaquer. La lutte fut brève, quelques secondes seulement,
mais suffisante pour que Malcolm entende le claquement de la mâchoire de l'homme se déboîter sous sa poigne. Il s'avéra que l'homme était l'agent Brian Kessler, le cousin de Raymond, hors service et hors des rails. Malcolm n'avait pas seulement mis fin aux abus. Il avait traîné Brian à l'intérieur du magasin et exigé que le vendeur lui remette les images de sécurité. Le vendeur hésita, effrayé, mais finit par céder. Ces images, claires, nettes, irréfutables, capturaient l'incident dans son intégralité. L'agression, les cris du garçon, la maîtrise de l'agent par Malcolm et la tentative d'intervention du propriétaire du magasin. La vidéo s'est rapidement propagée. Malcolm l'a téléchargée sur un cloud privé, puis l'a transmise à 3 groupes de surveillance indépendants de la ville. En 24 heures, elle était devenue virale. Ce que Malcolm n'avait pas anticipé, c'était l'ampleur du problème. Il savait qu'il y aurait des répercussions, il s'attendait à des menaces, voire à des représailles. Mais la rapidité et la coordination de la campagne de diffamation l'ont pris au dépourvu. Moins d'1 semaine après la diffusion des images, Malcolm a été arrêté, sans avertissement, sans possibilité de parler. Il a été interpellé par des policiers sans badge, sans procès-verbal officiel. Tout était officieux jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Les accusations étaient soigneusement préparées. Entrave à la justice, agression d'un agent de la paix, altération des procédures policières. Les documents étaient intransigeants. Le procureur a déposé l'affaire rapidement. Et le juge, Leonard Mace, a accepté d'accélérer le procès, invoquant des préoccupations pour la sécurité publique. La nouvelle s'est vite répandue, mais pas la vérité, les récits. Malcolm a été présenté comme un ancien soldat dangereux, aux tendances violentes, et à un comportement anti-policier récurrent. De vieux dossiers ont été extraits, des rapports soigneusement rédigés pendant son séjour à l'étranger, qui n'étaient pas destinés à un public civil. Ses qualifications ont été remises en question, sa carrière a été mise en doute, mais Malcolm est resté silencieux. Il n'a pas tenu de conférence de presse, il n'a pas plaidé la cause publique. Au lieu de cela, il s'est concentré. Il a étudié chaque document, chaque accusation, chaque nom de témoin. Lorsqu'on lui a proposé un avocat commis d'office, il a décliné. Et lorsque le juge Mace l'avertit qu'il serait imprudent de se défendre lui-même, Malcolm répondit calmement, mais fermement. Il n'avait aucune confiance dans les personnes payées par le même système qui tenteraient de l'enterrer. Cette seule décision bouleversa la structure du procès. Kessler avait prévu un avocat commis d'office, quelqu'un de facile à manipuler, déjà compromis. Au lieu de cela, il se retrouvait face à un homme qui avait passé des années à analyser les schémas conflictuels, à anticiper les menaces, à décortiquer le comportement humain jusqu'à ses failles les plus prévisibles. Malcolm n'entra pas au tribunal comme un accusé, il y entra tel un tacticien pénétrant en territoire ennemi, la carte déjà tracée dans sa tête. Et pourtant, Kessler tenait bon. Il avait des amis haut placés, des hommes et des femmes qui lui devaient le silence. Un juge qui avait bénéficié de ses conseils dans des affaires de saisie de drogue. Un procureur dont la campagne était en partie financée par un syndicat contrôlé par Kessler. Même les sièges de la salle d'audience avaient été conçus pour l'apparence. Malcolm isolé, Kessler flanqué d'uniforme, autant de signes de légitimité. Mais il y avait une chose qu'aucun d'eux ne pouvait effacer, les images. Cette vérité obsédante qui subsistait sous chaque mot de la version officielle. En coulisses, l'affaire Malcolm avait commencé à faire des vagues. La mairie, d'abord dédaigneuse, avait commencé à recevoir des avertissements anonymes, des extraits d'images supplémentaires, des chronologies, des témoignages de personnes restées silencieuses pendant des années. Le chef de la police, pris entre loyauté et responsabilité, lança une enquête interne, mais la suspendit dès que son nom apparut dans un fil de discussion récupéré. Rien de tout cela n'était encore public, mais sous le marbre poli du palais de justice, la panique commençait à s'installer. L'affaire Malcolm ne se résumait plus aux actions d'un seul homme. C'était devenu une étincelle au-dessus d'une poudrière. Et Kessler, malgré toute son expérience, croyait encore pouvoir l'étouffer. Il observait Malcolm avec une sorte de mépris obsessionnel. Pour lui, il ne s'agissait pas de justice,
Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de veiller à ce que personne, pas même un vétéran décoré au casier judiciaire impeccable, ne puisse perturber la hiérarchie. Son insigne l'avait protégé pendant des années. Il l'avait protégé des enquêtes, des plaintes étouffées, des victimes réduites au silence. Il lui avait donné le sentiment d'être intouchable. Mais Malcolm n'était pas comme les autres. Il ne suppliait pas. Il ne menaçait pas. Il ne négociait pas. Il attendait simplement le bon moment, la bonne question, la vérité juste pour tout démêler. Et Kessler, pour la première fois de sa carrière, ne savait pas comment l'arrêter. 2 jours après le début du procès, la salle d'audience avait pris un rythme soutenu, une cadence tendue et impatiente, ponctuée par les formalités de la procédure judiciaire. L'accusation avait présenté ses arguments avec une assurance éprouvée, dépeignant Malcolm Reeves comme un agresseur instable ayant outrepassé ses limites. Des témoins furent appelés, des preuves furent présentées, tout s'alignant parfaitement avec le récit que l'inspecteur Raymond Kessler avait méticuleusement construit. Le jury écoutait, le juge présidait et le public observait, chacun jouant son rôle dans cette mise en scène orchestrée de la justice. Puis, ce fut le tour de Malcolm. Se représentant lui-même, il aborda la tâche avec le même calme mesuré qui caractérisait son comportement depuis le début du procès. Il commença son contre-interrogatoire de l'agent Kessler, la salle silencieuse par anticipation. La voix de Malcolm était posée, dénuée de théâtralité, mais chacune de ses questions était précise et intentionnelle. Il commença par l'essentiel, confirmant le récit de Kessler des événements ayant conduit à son arrestation. Kessler répondit avec l'aisance exercée d'un homme habitué à la barre des témoins, répétant sa version avec une certitude inébranlable. Le récit de l'accusation semblait intact, sans tache. Mais Malcolm introduisit alors un élément inattendu. Il demanda l'autorisation de diffuser les images de la caméra piéton de Kessler. La salle d'audience s'agita. Ces éléments n'avaient pas été divulgués auparavant. Le juge, après un moment d'hésitation, l'autorisa. Les lumières s'atténuèrent légèrement tandis que l'écran s'allumait et la vidéo commença à être diffusée. Les images étaient révélatrices. L'incident en question était présenté du point de vue de Kessler, mais avec des divergences notables par rapport à son témoignage. Des conversations jusque-là non mentionnées ont refait surface. Des actions déformées dans les rapports ont été mises à nu. Le jury s'est penché, absorbant la contradiction visuelle avec les déclarations sous serment de Kessler. Malcolm a interrompu la vidéo à un moment critique. Il a souligné que cette séquence n'avait pas été versée au dossier, interrogeant Kessler sur son omission. Kessler a perdu son sang-froid. Il a hésité à expliquer, invoquant un oubli de procédure, mais le mal était fait. Le doute était semé. Fort de cette dynamique, Malcolm s'est concentré sur le rapport d'arrestation. Il a souligné des incohérences, des orodatages non concordants, des descriptions contradictoires avec les preuves vidéo. Chaque point a été méticuleusement décortiqué, révélant une série d'inexactitudes qui assombrissaient la thèse de l'accusation. L'atmosphère dans la salle d'audience s'est alourdie. Le juge changea de position, mal à l'aise. Les objections du procureur se multiplièrent, mais manquèrent de conviction. Le récit se dénouait, fil par fil. Malcolm appela alors à la barre un expert médico-légal. Cet expert avait participé au traitement des preuves liées à l'affaire. Par une série de questions pointues, Malcolm amena le spécialiste à admettre un fait troublant. Les échantillons de sang prélevés avaient été mal manipulés. Plus précisément, ils avaient été échangés dans le laboratoire, un établissement supervisé par le beau-frère de Kessler. La révélation flottait dans l'air, témoignage brutal de la corruption profonde de l'affaire. La salle d'audience était silencieuse, le poids des révélations pesant sur tous les présents. Malcolm laissa la tension retomber avant de reprendre la parole. S'adressant directement au jury, ses paroles étaient mesurées mais percutantes. Il pensait que son insigne le rendait intouchable, jusqu'à ce qu'il traduise le mauvais noir devant le tribunal. Cette déclaration n'était pas une simple affirmation. C'était la mise en accusation d'un système qui avait longtemps fonctionné en toute impunité.
La façade de Kessler s'était fissurée, son arrogance passée ayant fait place à une lueur d'incertitude. L'équilibre des forces dans la salle avait basculé. Ce soir-là, tandis que les lumières de la ville vacillaient dans l'obscurité croissante, Malcolm était assis dans son modeste appartement, les événements de la journée se rejouant dans sa tête. Le procès avait pris une tournure inattendue, mais il savait que la bataille était loin d'être terminée. Un coup frappé à la porte interrompit ses pensées. Il ouvrit et trouva une femme debout, l'air à la fois déterminé et prudent. Elle se présenta comme journaliste pour un média indépendant. Elle suivait la carrière de Kessler depuis des années, nourrissant des soupçons de mauvaise conduite, mais manquant de preuves pour étayer ses affirmations. Malcolm l'invita à entrer et, autour de tasses de café serrées, ils se plongèrent dans les méandres de l'affaire. Ils croisèrent les chronologies, scrutèrent les rapports et découvrirent une série d'incidents qui dressaient un tableau accablant de corruption systémique. Des schémas se dessinèrent, des affaires classées sans suite dans des circonstances douteuses, des preuves qui disparurent opportunément, des plaintes qui ne virent jamais le jour. Alors que la nuit tombait, la journaliste fouilla dans son sac et en sortit une clé USB. Elle expliqua qu'elle avait été glissée sous la porte de sa chambre d'hôtel plus tôt dans la soirée, l'expéditeur étant anonyme. Partageant le même sentiment d'appréhension, ils insérèrent la clé dans l'ordinateur portable de Malcolm. Le contenu était explosif. Parmi les dossiers se trouvait un enregistrement vidéo, granuleux mais intelligible. Il montrait une réunion clandestine qui avait eu lieu 2 semaines auparavant, le jour même où Malcolm était intervenu au magasin d'alcool. Sur les images étaient présents le juge Leonard Mays, l'inspecteur Kessler et l'adjoint au maire de la ville. Leur conversation était franche, dépourvue des euphémismes prudents qui entourent généralement ce genre d'échange. Ils évoquèrent le scandale de corruption policière qui couvait dans un autre commissariat, reconnaissant la surveillance croissante du public. L'adjoint au maire exprima son inquiétude quant aux retombées potentielles et à l'atteinte à la réputation de l'administration. Le juge Mace suggéra une diversion, un procès médiatisé qui pourrait capter l'attention des médias et les détourner du scandale. Kessler proposa Malcolm comme candidat idéal, invoquant sa récente altercation avec un policier et son influence au sein de la communauté. Le plan était clair. Organiser un procès qui servirait de spectacle, un écran de fumée pour dissimuler la corruption profonde du système. Malcolm était tombé involontairement dans leur piège, choisi non pas pour sa culpabilité, mais pour son utilité dans leur complot. La révélation fut stupéfiante. Le procès n'était pas seulement une attaque personnelle contre Malcolm, c'était une manœuvre calculée dans le cadre d'un vaste dessein de tromperie et de manipulation. Les forces déployées contre lui étaient redoutables, ancrées dans la structure même des structures du pouvoir de la ville. Mais, assis dans la faible lueur de l'écran de son ordinateur portable, le journaliste à ses côtés tout aussi déterminé, Malcolm ressentit une nouvelle détermination. La vérité émergeait, morceau par morceau, et avec elle, la possibilité non seulement d'être innocenté, mais aussi de révéler la corruption systémique qui avait piégé d'innombrables autres avant lui. La nuit s'étira tandis qu'ils élaboraient un plan. La bataille était loin d'être terminée, mais le vent tournait. La façade se fissurait, et à travers ces fissures, la lumière de la vérité commençait à briller. Le procès continuait, mais il avait tourné. L'énergie à l'intérieur de la salle d'audience changea, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la vérité que Malcolm avait commencé à dévoiler. L'espace n'était plus régi par la justice de Kessler, où l'autorité se drapait de silence et de familiarité. C'était désormais le champ de bataille de Malcolm, et chacun de ses pas lui semblait délibéré, déterminé et porteur d'un savoir bien plus profond que ce que le tribunal avait anticipé. Il avança avec une intensité silencieuse en s'approchant du tribunal, remettant la clé USB contenant les images de la réunion secrète. Il ne broncha pas. Il savait ce que signifiait la vidéo et il savait qui elle impliquerait. Le juge Leonard Mays, l'inspecteur Raymond Kessler, l'adjoint au maire.
C'était une déclaration, non seulement de vérité, mais de guerre contre un système qui s'attendait à ce qu'il cède. Comme on pouvait s'y attendre, l'accusation s'y est opposée. Leur argumentation était percutante mais mince. Ils affirmaient que les images posaient des problèmes de sécurité et violaient les procédures de chaîne de possession. L'objection ne portait pas sur le droit. Elle était liée à la peur de ce qui arriverait si cette vidéo était rendue publique. Le juge Mays laissa à peine le procureur terminer avant de déclarer les images irrecevables. Sa voix était tendue, distante, comme celle d'un homme essayant d'éteindre une mèche déjà allumée trop près de la poudre. Sans un mot de plus, il déclara une suspension d'audience et quitta la salle d'audience, sa robe flottant derrière lui comme un rideau tiré à la hâte. Mais alors qu'il se retournait, 2 agents fédéraux entrèrent par les portes de la galerie. Ils étaient vêtus simplement, sans artifice, mais leur présence perturba l'atmosphère comme un coup de tonnerre. Ils ne parlèrent pas, ils n'en avaient pas besoin. L'un d'eux fit simplement un signe de tête à Malcolm, un geste bref, presque imperceptible. Mais Malcolm comprit. Il n'était pas seul dans cette guerre. Des semaines avant le début du procès, avant que les accusations ne soient officiellement portées, Malcolm avait pressenti quelque chose de plus profond que des représailles personnelles. Le timing, l'excès de pouvoir, les lacunes du rapport, tout cela sentait l'orchestration. Il contacta un ancien camarade, un certain Jarrett Cole, avec qui il avait servi à l'étranger. Jarrett avait depuis rejoint une équipe spéciale fédérale à Washington et lorsque Malcolm exposa ses craintes concernant la ville, il n'hésita pas. Discrètement, Jarrett commença à monter son propre dossier. Il suivit les pistes évoquées par Malcolm. Les licenciements inhabituels, les promotions rapides, le réseau d'influence tacite qui s'étendait du commissariat de police au bureau du maire. Il découvrit des schémas. Il trouva des noms. Et lorsqu'il eut vent de la réunion entre Kessler, Mays et l'adjoint au maire, il fit installer un micro dans la pièce par un lanceur d'alerte de l'entretien municipal. La clé USB provenait de Jarrett. Malcolm n'en avait pas eu la certitude jusqu'à présent. Mais lorsqu'il croisa le regard de l'agent dans la galerie, tout s'éclaira. L'atmosphère dans la salle d'audience semblait fragile, comme si le plancher pouvait craquer sous le poids de tout ce qui avait été caché, de tout ce qui rampait maintenant vers la lumière. Le lendemain matin, cette tension finit par se dissiper. Le juge Mays ne réintégra pas son siège. À la place, le greffier lut une déclaration officielle invoquant des problèmes de santé comme motif de sa récusation. La salle d'audience murmura, non pas de surprise, mais de justification. Tout le monde avait vu les craquements. Tout le monde avait entendu le tremblement dans sa voix la veille. Un nouveau juge fut désigné en quelques heures. Il arrivait d'une autre juridiction, inconnu des acteurs présents, et libéré des complications de la ville. Il s'appelait le juge Andrew Klein, et la première ordonnance qu'il rendit fut de rétablir la vidéo comme preuve recevable. Sa seconde décision fut d'ordonner une enquête interne immédiate sur les pratiques judiciaires de la ville, effective la même semaine. L'effet d'entraînement fut immédiat. Dans le couloir devant le tribunal, Kessler était assis, raide, la mâchoire serrée, le regard naviguant entre son avocat et les agents qui semblaient désormais postés en permanence à proximité. Son avocat se pencha vers lui, chuchotant furieusement. Malcolm observait de loin, ne captant que des bribes de son message, mais le message était clair. Accepter un marché, plaider bas. Les murs se resserrent, mais Kessler refusa. Même maintenant, même si l'affaire perdait en crédibilité, il s'accrochait à l'illusion qu'il avait protégée si longtemps, la conviction que son badge, ses alliances, son nom le protégeraient, que c'était toujours son monde, que les règles n'avaient pas changé. Il avait tort. L'adjoint au maire a démissionné dans les 48 heures suivant la réactivation de la vidéo. Son bureau a publié un bref communiqué invoquant des raisons personnelles et l'urgence de se concentrer sur des affaires familiales, mais personne n'y a cru. Une nuée de journalistes s'est rassemblée devant l'hôtel de ville. Les présentateurs du journal télévisé ont diffusé des extraits de la vidéo avec des images pixelisées.
Des sources anonymes au sein de l'équipe du maire ont commencé à divulguer des courriels, des transcriptions, des allusions à d'autres réunions et à d'autres dissimulations. Le bureau du procureur a reçu une assignation à comparaître d'un grand jury fédéral. Le procureur lui-même, qui était resté visiblement silencieux depuis l'apparition des agents fédéraux, n'a publié aucune déclaration. Son bureau, autrefois animé et sûr de lui, vibrait désormais d'un malaise profond. Les enquêteurs ont épluché dossiers, courriels, appels téléphoniques. Des rumeurs se sont répandues sur qui pourrait coopérer et qui pourrait être le prochain. Et puis, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. Des victimes ont commencé à se manifester. Tout a commencé avec un homme nommé Devin Brooks, arrêté 3 ans plus tôt pour des accusations qui ont mystérieusement disparu après le témoignage de Kessler. Il affirmait que Kessler avait caché une arme dans sa voiture. Puis est arrivée Maria Rios, qui a perdu son fils adolescent lors d'une fusillade policière jugée justifiée dans des circonstances étrangement opportunes. Elle soupçonnait depuis longtemps que des preuves avaient été dissimulées, et maintenant elle avait enfin un nom pour associer ce silence. Les marches du palais de justice se sont transformées en estrade. Des gens se tenaient aux côtés de Malcolm, tantôt tremblants, tantôt provocateurs, mais toujours déterminés. Ils ne parlaient pas seulement de Kessler, mais d'un système qu'il avait soutenu, une chaîne de pouvoir qui s'étendait à travers les salles d'audience, les commissariats et les bureaux municipaux. Malcolm, qui n'avait jamais cherché à attirer l'attention, est devenu un symbole réticent. Son calme dans la salle d'audience, son refus de céder, ont éveillé quelque chose de plus profond, une volonté collective de parler. Dans la salle d'audience, le procès se poursuivait. Le nouveau juge a autorisé le jury à visionner l'intégralité des images. Les visages blêmirent, tandis que les voix résonnaient dans les haut-parleurs. Le juge Mays discutait de l'image médiatique. Kessler proposait Malcolm comme bouc émissaire idéal, l'adjoint au maire abondait dans le même sens, avec un pragmatisme glaçant. Le jury, autrefois neutre, observait maintenant les yeux plissés et les poings serrés. Il voyait ce que Malcolm avait enduré, et surtout, il voyait ce qu'il avait révélé. L'attitude de Kessler se dégradait d'heure en heure. Son témoignage, autrefois prononcé avec assurance, bégayait maintenant lors du contre-interrogatoire. Chaque mensonge qu'il avait proféré auparavant était désormais un moyen pour Malcolm d'arracher la vérité. La salle d'audience ne ressemblait plus à un champ de bataille. On aurait dit un règlement de compte. Et malgré tout, Malcolm resta ferme. Il ne jubilait pas. Il ne s'en prenait pas à lui-même. Sa force venait de son silence, de son refus de répondre à la corruption par le bruit. Il laissait la vérité crier. À la fin de la semaine, l'écart de presse envahissait la pelouse du palais de justice. Les sénateurs commencèrent à publier des déclarations. Le gouverneur annonça la création d'un groupe de travail indépendant chargé d'enquêter sur les abus commis à l'échelle de la ville. Ce qui avait commencé comme un procès pour briser un homme était devenu l'étincelle qui déclencha un incendie bien plus vaste. La ville avait changé. Le silence était rompu. Et Malcolm, autrefois seul, se trouvait désormais au cœur d'une tempête qu'il avait refusé de fuir. Le dernier jour du procès arriva comme une tempête à l'horizon, chargée d'impatience et du poids de l'histoire. La salle d'audience était pleine à craquer. Une mer de visages à la fois impatients et impatients. L'air à l'intérieur était lourd, chaque souffle rappelant la gravité du moment. Les membres de la communauté occupaient tout l'espace disponible. Leurs murmures résonnant contre les murs de pierre. Les journalistes, leurs caméras prêtes, planaient en groupes au fond, tandis que quelques silhouettes silencieuses en coupe-vent fédéral se tenaient à l'écart, comme si les débats risquèrent de déborder sur quelque chose de plus vaste. Une tension palpable régnait dans la salle, celle qui flotte avant un coup de tonnerre. Malcolm se tenait devant, le dos droit, les yeux rivés sur les visages qui lui faisaient face. Il ne s'était pas permis le luxe de l'espoir, ni les jours précédents, ni maintenant. Mais il y avait quelque chose de particulier aujourd'hui.
quelque chose dans la façon dont la lumière filtrait à travers les hautes fenêtres, dont elle effleurait les angles aigus de son visage, dont le poids des dernières semaines semblait se concentrer sur le présent. Il n'était plus l'homme qui était entré dans ce tribunal enchaîné. C'était un homme qui avait trouvé sa voie, et il savait que la vérité qu'il portait en lui ne pouvait plus être réduite au silence. Ses conclusions étaient simples, mais elles avaient la force de 1000 mots non prononcés. Ce tribunal n'a jamais été conçu pour détenir la vérité. Il a été construit pour détenir le pouvoir, commença-t-il d'une voix ferme mais posée, dont le son résonnait contre les hauts plafonds voûtés. Ces mots n'étaient pas une simple critique, c'était une déclaration. Il avait été amené ici non pas pour un crime qu'il aurait commis, mais pour le simple fait de tenir tête à ceux qui pensaient pouvoir exercer un pouvoir sur lui, sur eux tous. Mais parfois, la vérité refuse de se taire, ajouta-t-il, laissant le silence le suivre comme un écho, persistant dans l'air longtemps après que le dernier mot eut quitté ses lèvres. Ses yeux parcoururent la pièce, croisant le regard de chaque personne assise dans cette salle, chacun faisant partie du système qui l'avait condamné ou soutenu. Ils avaient cru pouvoir le briser. Ils avaient cru pouvoir utiliser le poids de leur pouvoir, la force de leurs institutions, pour le soumettre à leur volonté. Mais la vérité avait toujours été plus puissante. Elle avait toujours été plus dangereuse. Et elle avait toujours été patiente. « Tu m'as amené ici, parce que je t'ai fait peur, » poursuivit Malcolm d'une voix ferme, chaque mot prononcé, comme un clou enfoncé dans le bois d'un cercueil. Pas de violence, mais de ce qui arrive quand on cesse de se taire. La salle sembla retenir son souffle, comme si même les murs comprenaient l'importance du moment. Le regard de Malcolm se porta sur Kessler, l'homme dont les actions avaient déclenché toute cette chaîne d'événements, l'homme qui avait cru que son insigne suffirait à le protéger des conséquences de ses propres décisions, l'homme qui avait sous-estimé le pouvoir d'une seule voix s'élevant en signe de défi. « Tu pensais que ton insigne te protégerait, » poursuivit Malcolm, le regard fixe. « Il te protégeait de beaucoup de choses, mais pas de la vérité, et pas de moi. » Il n'y avait aucun triomphe dans sa voix, aucun sentiment de victoire. Juste une certitude calme et résolue. La vérité avait un don pour cela. Elle n'avait pas besoin de crier. Elle n'avait pas besoin de se donner en spectacle. Elle existait tout simplement. Et lorsqu'on lui faisait face, elle exigeait qu'on la reconnaisse. Lorsque le jury revint moins de 2 heures plus tard, le verdict fut rendu avec une clarté qui semblait presque déplacée dans une salle aussi plongée dans l'incertitude. Non coupable. Les mots flottaient dans l'air, une simple déclaration qui portait le poids de quelque chose de bien plus profond. La salle explosa. Des applaudissements fusèrent dans l'assistance, brisant le silence qui avait si lourdement enveloppé le procès. C'était un son de libération, de soulagement, comme si quelque chose était enlevé des épaules de ceux qui avaient porté le poids de cette affaire. Mais Malcolm ne sourit pas. Il ne leva pas les poings en signe de victoire. Il se contenta de rester là, la posture inébranlable, les yeux fixés sur Kessler. Il n'y avait aucune satisfaction dans le regard qu'il portait à l'homme qui avait tenté de le détruire, aucune justification. Juste un aveu calme et posé, un hochement de tête, un geste unique et lent, comme la fermeture d'un livre après avoir tourné la dernière page. Le chapitre était clos, mais l'histoire était loin d'être terminée. Alors que les applaudissements commencèrent à s'estomper, le juge rappela à l'ordre et la salle se tut. Le cliquetis des caméras emplissait l'air tandis que les journalistes se précipitaient, impatients d'apercevoir l'homme qui avait défié le système et gagné. Les questions affluaient, innombrables, toutes en quête d'une phrase, d'une citation, d'une réaction. Mais Malcolm ne jeta même pas un coup d'œil dans leur direction. Il les dépassa comme s'ils n'existaient pas, comme si le bruit de leurs questions ne pouvait l'atteindre. Ses pensées étaient ailleurs, déjà au-delà du moment présent. Il sortit du tribunal et monta dans la voiture de son vieil ami militaire, la seule personne qui l'avait soutenu, sans poser de questions, sans hésitation. La portière claqua derrière lui, coupant court à la frénésie de la foule, aux caméras, au chaos. À l'intérieur,
Le monde lui semblait lointain, comme s'il se trouvait dans un espace où rien ne pouvait l'atteindre. Alors que la voiture s'éloignait du tribunal, les rues résonnaient du bruit des manifestants, leurs chants s'élevant dans l'air comme une vague qui prenait de l'ampleur. Les chaînes d'information annonçaient déjà que l'affaire aboutirait à des inculpations. D'autres spéculaient sur la possibilité d'une enquête sur les pratiques du département. Et pourtant, malgré la tempête qui grondait dehors, une chose était claire au lendemain du procès. Ils avaient tenté de détruire la mauvaise personne. Les yeux de Malcolm se fermèrent un instant, le poids des dernières semaines s'installant dans sa poitrine. Il savait que ce n'était que le début. La suite était incertaine, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tout ce qu'ils avaient rebâti sur le silence, sur la dissimulation silencieuse de la vérité, brûlait désormais. Les mensonges qui avaient tissé la trame du système se défaisaient, et même si la bataille était loin d'être gagnée, quelque chose d'indéniable flottait dans l'air. Le monde changeait, et il avait été contraint de reconnaître ce qu'il avait longtemps refusé de voir. La vérité, autrefois enfouie sous le poids du pouvoir, était désormais exposée aux yeux de tous, et c'était quelque chose que personne ne pouvait ignorer. Dans le silence de la voiture, tandis que la ville se déployait autour de lui, Malcolm comprit que cet instant, cette victoire, aussi petite fût-elle, avait changé le cours de sa vie. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle commencé à changer le cours de tout.